Alors, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de réunir des études sur des peintres qui, au-delà de l'effort traditionnel de n'importe quel peintre de représenter le réel, ont essayé de représenter ce qui se situe au-delà du réel, c'est-à-dire la dimension surnaturelle du monde, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement montrable, mais ce qui peut être suggéré à travers différentes techniques ou différentes atmosphères poétiques qui laissent à entendre, qui laissent à deviner la part de surnaturel, la part d'invisible, la part d'éternité qui se cache dans les choses quotidiennes et dans les choses éphémères. Alors, cette façon de montrer l'invisible, ça ne passe pas forcément par des aspects purement techniques. Ça passe aussi évidemment par le choix des sujets, c'est-à-dire que beaucoup de ces peintres sont des peintres qui ont choisi des sujets religieux, et donc il y a une façon de choisir les sujets, de les représenter, de les mettre en scène, qui déjà indique quelque chose. Après, effectivement, il y a une certaine façon de peindre, et notamment d'utiliser la lumière. C'est souvent à travers les jeux de lumière qu'on peut faire pressentir une réalité autre qui se cache derrière la réalité palpable que l'on montre. Et ça, c'est vrai, quel que soit le sujet, c'est vrai effectivement dans la peinture religieuse, et on le voit très bien avec Rembrandt, qui utilise des sources de lumière qui sont totalement non réalistes, qui sont dictées non pas par la représentation réaliste du sujet qu'il représente, mais par son intention spirituelle. Et donc notamment, vous avez très souvent la lumière qui émane de manière totalement irrationnelle de la personne du Christ, quand c'est le Christ qui est le sujet de Rembrandt. Et ça peut être aussi le cas dans une peinture purement profane, puisque j'ai consacré un chapitre à Vermeer, qui, à de très rares exceptions près, est un peintre profane, mais il y a une qualité de lumière dans les toiles de Vermeer qui permet de donner une profondeur à ces scènes, une espèce comment dire, une façon de fixer le moment avec une intensité telle on le perçoit comme un instant d'éternité, en fait, plus que comme un moment éphémère. Voilà ce que j'ai voulu essayer de montrer dans ce chapitre consacré à Vermeer. Je pense que c'est un choix, le choix que j'ai fait de ces peintres est un choix plutôt, j'allais dire, non pas de hasard, mais de passion. C'est-à-dire que ce sont des peintres qui m'ont touché personnellement pour une raison ou pour une autre. Il aurait pu y en avoir beaucoup d'autres, évidemment. Hein. C'est un livre qui n'a pas du tout vocation à couvrir l'ensemble du spectre de l'histoire de l'art. C'est vraiment un choix totalement subjectif de peintres qui m'ont frappé par leur manière, effectivement, d'atteindre à travers une forme, pour la plupart d'entre eux, à travers une forme de réalisme, d'atteindre une forme de réussir à atteindre une réalité au-delà de la réalité. Voilà. Alors, il y a une chose qu'il faut bien réaliser, c'est que les artistes des temps classiques étaient moins, comment dire, moins bavards que ceux d'aujourd'hui. Et donc, il y en a très peu qui aient laissé des écrits théoriques. Je pense que dans ceux que je traite dans ce livre, en tout cas pour la période classique, le seul qui ait laissé quelques traces, c'est Philippe de Champaigne, qui a prononcé un certain nombre de conférences devant l'Académie royale de peinture, mais qui sont des conférences plutôt techniques. Et c'est vrai que on ne sait pas, on n'a pas de traces de ce que pense Rembrandt ou de ce que pense Vermeer, ni de leur art, et encore moins de leur foi. Donc là, on a vraiment, j'allais dire, une marge d'interprétation qui est à peu près totale. C'est-à-dire que l'œuvre est vraiment à votre disposition. C'est-à-dire que c'est à l'œuvre de parler vraiment de ce qu'elle cherche à communiquer. Et il n'y a aucune interférence de la part de l'artiste. Je pense que comme tous les livres que j'écris, c'est un livre qui ne se veut pas un livre de spécialiste. Je suis journaliste avant tout, alors évidemment c'est des questions qui m'intéressent et que j'ai un peu creusé, mais je n'ai pas de formation d'histoire de l'art, et ce qui m'intéresse c'est de rendre la matière
vivante, accessible, et surtout d'essayer de faire dire aux œuvres au maximum ce qu'elles ont à nous dire. Et je pense que de ce point de vue-là, ne pas être un spécialiste est une sorte d'atout, parce que c'est vrai que souvent les historiens de l'art ont tendance à se perdre, ça peut leur arriver en tout cas, derrière des considérations techniques que moi j'essaye d'éviter au maximum, et j'essaye de rendre le sens profond des œuvres dont je parle aussi accessibles que possible au plus grand nombre et aux non spécialistes, un peu comme je le suis moi-même.